Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. L'histoire n'est qu'un prologue, comme disait Shakespeare. En effet, dans le cas de l'université algérienne nationale et tout ce qu'elle engendrait comme fait, notamment les violences, ne peuvent être appréhendées que sous un angle socio-historique. En tant qu'institution sociale de socialisation censée produire du sens et diffuser des savoirs d'une manière autonome. Or, du point de vue institutionnel, l'université algérienne n'a jamais fonctionné depuis l'indépendance du pays avec ses propres règles naturelles, en l'occurrence l'autonomie de pensée, la liberté académique et les valeurs de mérite. Un nouveau drame remet l'université algérienne au cœur de l'actualité. À l'Institut universitaire de Ben Aknoun, un jeune étudiant en médecine, Assil, a en effet été retrouvé égorgé dans sa chambre. Peut-être en raison de son homosexualité, peut-être un autre genre de crime. Cet homme ou cet horrible drame suscite une émotion très large des étudiants et des enseignants, bien sûr, mais au-delà de la société tout entière. Cela pose aussi de nombreuses questions quant à la situation des universités aujourd'hui en Algérie. Un endroit où désormais règne crime, débauche, drogue et j'en passe, chute du niveau, absence de débouchés, formation inadaptée à la vie professionnelle, violences endémiques, comme on vient de voir avec le drame de Ben Aknoun, état calamiteux des bâtiments. Les problèmes énormes que rencontre l'université algérienne aujourd'hui ont des causes multiples. Mais parmi elles, il faut citer le sous-investissement public dans l'éducation, et en particulier dans le supérieur, voire même l'indifférence de la classe politique à l'égard de ce sujet, pourtant crucial. Le régime algérien a tout fait pour sortir l'université algérienne du cercle politique et éloigner surtout les étudiants du champ politique. Enfin, ils ont toujours besoin de l'UNEA, de l'UGA, de l'UGL pour les élections, remplir les amphis, les salles, pour donner du sens folklorique à leur arz et zardat. Parlant de ces organisations estudiantiles, justement, nombreux sont les observateurs qui estiment que ces unions sont les satellites du régime, tous complices avec les services secrets et tous devenus l'œil du DRS dans les résidences universitaires et les campus universitaires en Algérie. Non pas pour renseigner sur le niveau de vie des étudiants, l'état des infrastructures, mais plutôt sur les questions et les positions politiques des uns et des autres. Une police politique. Quand on parle de la violence à l'université, il s'agit de mettre en évidence la question de la morphologie des actes de violence dans l'espace universitaire. On peut, statistiquement parlant, mesurer le nombre d'actes et les cohortes possibles dans le temps et l'espace, mais sans avoir accès au sens de ces actes et les fonctions politiques et sociales de cette violence, vouloir catégoriser la violence dans sa logique statistique, c'est vouloir instituer l'impunité. Ainsi, la violence devient un fait banal et même naturel dans une société qui souffre d'une panne aiguë pour le passage à une modernité politique où des rapports sociaux sont régulés sur la base du droit et de la justice. L'institution universitaire n'a pas échappé à cette absence de règles. Elle-même est le pur produit d'un long processus de dénaturation de ses fonctions initiales par l'injonction et la surdétermination du politique et de l'idéologique depuis l'indépendance. Au lieu d'être un lieu de création, d'échange et de transmission, l'espace universitaire devient otage de visions unanimistes. Des logiques bureaucratiques prennent le dessus sur le pédagogique, le populisme sur le rationalisme et le conjoncturel sur le stratégique. Ainsi, l'espace universitaire se délite et se dénature pour donner naissance à des pratiques, des asabiyat, pour reprendre le concept d'Ibn Khaldoun, sous ses formes de réseautage d'ordre idéologique, régionaliste, ethnique et tribal, écrit Karim Khaled, chercheur au CRIAD. Aujourd'hui. Liberté. L'auteur du crime a été identifié. Un étudiant égorgé à la CTU de Ben Aknoun par Farid Belgassem. Algérie Echo. Top 1000 des meilleures universités au monde, aucune université algérienne classée. Par Areski Ben Ali. TSA.
Un étudiant zimbabwéen mortellement poignardé pour un portable à Annaba par Zineb Hamdi. L'université algérienne entre violence et décadence, c'est le titre de notre top 3 d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Ahviv Maqdem, journaliste et militant politique. Ahviv Maqdem, bonsoir. Bonsoir Zoul Hussein, bonsoir tout le monde. Merci. Merci. Avec nous aussi par téléphone depuis Constantine Abdelwahab Zaatri, enseignant à l'université de Constantine. Monsieur Zaatri, bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. Avec nous aussi depuis Alger, Idir Achour, secrétaire général du CLA, le lycée d'Algérie. Monsieur Idir Achour, bonsoir. Monsieur Idir Achour. Idir. Oui. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir Hussein. Bonsoir à tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant. Merci. On aura avec nous aussi, normalement, un étudiant depuis l'université Tizi Ouzou, Rabah Qassi. On n'arrive pas encore à le joindre, mais il va peut-être arriver après. Alors, monsieur Ahviv Maqdem, comme l'université algérienne entre violence et décadence, on vient d'assister à des crimes un peu partout en Algérie, dans 3 universités différentes, à Ben Aknoun, à Annaba et à Sétif. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Merci Hussein. L'université, dans tous les pays du monde, c'est le reflet de la société. Ce qui se passe dans la société, on le trouve à l'université. La société algérienne, elle est violente. Le régime algérien, les institutions politiques algériennes ont instauré la violence dans la société. Sauf que les gens qui sont à l'université sont censés être l'élite du pays. Absolument. Ils ne doivent pas reproduire les mêmes images. On y arrive. Justement, l'université, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, l'université algérienne n'est plus, en tout cas n'a pas été, le lieu du savoir et de la connaissance. Le régime algérien, avec tous ses ministères, ses directives, ses gestionnaires, ses directeurs, ont fait pour que l'université ne soit plus ce qu'elle devrait être. Ça veut dire un lieu de savoir, un lieu de connaissance, d'échange et d'épanouissement. L'université algérienne est réduite à un lieu d'embrigadement de masse et de l'anesthésie, de l'intelligence. Ce n'était pas le cas quand même à l'âge de Chadli Benjdid. Non, il y a des observateurs qui disent ça en tout cas, qu'à un moment l'université algérienne produisait de l'élite, l'université algérienne produisait du débat, même politique. Alors, mais depuis l'arrivée de Bouteflika, depuis 20 ans... C'est toujours à relativiser selon les contextes politiques. L'université, comme l'école d'ailleurs, a été toujours assujettie à des considérations politiques. À l'époque coloniale, il y avait une université algérienne. Il y avait, pas beaucoup, pas populaire, pas très performante, mais il y avait une université algérienne, l'université d'Alger, elle est de construction française. Il y avait quand même, l'accès à l'université était réservé aux Français installés en Algérie. Il y avait quand même des Algériens, des nationaux qui ont pu accéder à l'université. Ils ont eu leur diplôme. D'ailleurs, la quasi-totalité des rédacteurs ou des initiateurs de la guerre d'indépendance ont fait quand même des études. Je rappelle qu'Aban Amwan était un bachelier, Hussein Ahmed était un bachelier, ainsi de suite. Donc l'université a rempli quand même... L'élite était là, oui, même avant l'indépendance. Après l'indépendance, il a fallu, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu... Oui, démocratiser l'université, oui, populariser l'université, faciliter l'accès à la population à cet espace de développement, d'épanouissement, ça n'a pas été fait le cas. Les années 60-70, relativement, l'Algérie était dans une logique politique d'industrialisation et s'inscrivait dans la stratégie du tiers-monde. Il a fallu quand même laisser l'université réagir. L'université a produit quand même un certain degré d'intellectuel. L'université algérienne a produit tous les cadres de l'Algérie. Absolument. Du moins jusqu'aux années 2000. Mais dès que l'université commence à devenir un danger pour le régime en place, il a fallu casser cette université. Donc, on a commencé d'abord par l'arabisation. Pourquoi vous dites justement qu'il a fallu casser? Il y a une intention derrière? Parce que
l'université, toutes les révolutions dans le monde entier, elles commencent par l'université. Oui. Soit directement par l'université, soit par cette élite universitaire, l'élite intellectuelle, les étudiants qui sont à l'avant-garde des populations. C'est un phénomène valable, pas uniquement à l'Algérie. On a vu ce qui se passe au 68 en France, ou actuellement avec les Gilets jaunes, ou dans le monde dit arabe, les étudiants, ils étaient à l'avant-garde. Le 11 décembre 61, c'était les étudiants également qui ont été à l'avant-garde de la révolution. Tant que le régime le sait très bien, dès que l'université commence à devenir un danger, il a fallu la casser. Je disais... La première cassure, c'était par l'arabisation, l'imposition de l'arabisation de l'enseignement. L'arabisation veut dire quoi? Ce n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas la langue en elle-même qui pose problème, voilà. C'est l'idéologie qui est derrière. C'est une manière d'inscrire l'université dans l'endoctrinement, dans l'embrigadement, au lieu de laisser l'université sur un lieu d'ouverture, sur les langues, sur les cultures et sur l'innovation. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas été le cas. Les dernières 20 ans du règne de Bouteflika... On va revenir justement à Bouteflika. On empire, je finis juste après phrase, on a empiré cette situation dans la mesure où on n'a pas uniquement cassé l'intelligence à l'université, mais on l'a retournée, on l'a convertie, elle est devenue un lieu d'affrontement politique et sujette à des satellites du régime qui, à travers des avantages multiformes, ont détourné les étudiants de leur véritable essence qui est le savoir. Idir Achour, vous êtes avec nous. Idir Achour, comment se fait-il justement que l'université algérienne arrive à ce point, à devenir un stade de violence? Beaucoup disent que de violence, de crimes, de drames, de débauches. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à mon avis, il y a eu tout le temps des scènes de violence au sein des cités universitaires algériennes, au sein des universités algériennes. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la première victime était déjà en 81, qui était Kamal Amzal à l'université d'Alger. Là, ça se reproduit, ça se développe, etc. Malheureusement, en Algérie, il n'y a que les mauvais phénomènes qui réalisent des croissances dans ce pays, malheureusement. C'est que c'est la violence, Karoua, elle est en pleine évolution, en pleine croissance, quand on la comptabilise. C'est vrai qu'il y a, dans les cités universitaires, depuis X temps, il y avait toujours des bagarres, mais qui n'atteignaient pas le degré c'est-à-dire de mort, d'hommes, etc. Mais il y a eu pas mal quand même, pendant même les années 80, etc., de violences à caractère soit tribal, soit régional, soit linguistique ou idéologique. C'est-à-dire il y a eu tout le temps des bagarres au sein des universités. Mais cette fois-ci, il est développé, plus que développé, et réellement, il devient un phénomène universitaire, c'est-à-dire ce lieu de savoir, etc., qui est censé transmettre le savoir et produire le savoir aussi, est devenu un lieu qui produit de la violence et qui transmet de la violence. Malheureusement, cette situation, ce phénomène, est déjà un phénomène social qui est transféré de la violence finalement qu'on vit dans la société, qu'on vit dans les villages, qu'on vit dans les Houma, et qui atteint aussi maintenant l'université échelle. C'est malheureux qu'on y arrive à ça. Bien sûr, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas mis les universités algériennes dans les conditions nécessaires pour qu'elle assure sa mission, qui est celle, comme je l'ai déjà dit, de transmettre le savoir et de permettre aux étudiants qui sont là-bas de produire le savoir. Restez avec nous. Abdelouhab Zaatri, vous êtes professeur à l'université de Constantine. Donc, vous rencontrez ces étudiants, ces jeunes, la résidence universitaire, tous au milieu. Pourquoi il y a cette violence aujourd'hui? Pourquoi on parle de violence? On ne parle plus de production intellectuelle, on ne parle plus de production d'initiatives politiques, on ne parle plus d'initiatives tout court, scientifiques, mais on parle beaucoup plus de violence, d'affrontements, comme venait le citer Idir Achour. Oui, parce que dans sa fonction essentielle et primordiale, l'université algérienne
est vraiment en bas d'échelle. Vous l'aviez bien noté, toute la communauté internationale le sait, les universités algériennes sont un cas d'échec patent. Donc, il n'y a pas de surprise. Quand une université fait semblant d'être une université, on ne peut pas en extraire grand-chose. Moi, j'ai déjà pris ma retraite et je suis heureux avec ça. Parce que c'est vraiment perdre son temps que de fréquenter l'université algérienne. Avez-vous vu des associations où l'intelligence apparaît dans sa forme sociale, dans sa forme technique, dans sa forme scientifique? Il n'y a rien. L'université algérienne, elle subit la société algérienne. Elle subit les effets de la société algérienne, y compris la violence, et elle n'a aucune influence, elle n'a aucun impact sur la société algérienne, alors que c'est le contraire qui devrait être. Dans les pays qui se respectent, une université, elle a un impact, elle a nécessairement un impact, sinon elle doit disparaître. Elle a un impact sur la société et elle participe au développement de la société et même à son leadership. Ce n'est vraiment pas le cas de chez nous. Donc nous avons une université formelle comme les lycées, les CEM. Les jeunes vont prendre des cours plus ou moins intéressants et l'État fait semblant il dit, le ministre dit qu'il dépense 70 millions par étudiant par année. Et quels sont les résultats? Rien du tout. Notre ministre dit aussi que nous n'avons pas besoin de prix Nobel. Monsieur Zaatari, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que ces étudiants, justement, qui affichent tant de violence à l'université, viennent déjà avec cette culture du lycée et du collège. Mais bien sûr, disons que la violence à l'université n'est que l'expression de la violence dans toute la société, y compris dans les lycées et les collèges. Dans les lycées et les collèges, c'est plus grave parce que les jeunes de 16 ans, de 15 ans, ils ont maintenant pour modèle les voyous des quartiers, ceux qui sortent avec des couteaux, avec des épées, et les bandes rivales vraiment, c'est leur modèle. Ces bandes, les leaders de bandes rivales dans les quartiers populaires et tout ça. Imaginez, ces gens-là, ce sont ceux-là leur modèle. Ce ne sont pas les scientifiques, les grands ingénieurs, les inventeurs, les développeurs de nouveaux procédés. Donc vous avez une université qui tourne en rond. Le ministère est content parce qu'il vous dit qu'il a 2 millions d'étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants et il est heureux avec ce nombre. Mais le problème, c'est que ce nombre-là n'a aucun impact sur la société. Il est improductif. On ne voit pas. Si on compte le nombre de livres, le nombre de brevets, le nombre d'innovations, le nombre d'entreprises avec de l'intelligence, une valeur ajoutée, avec de l'innovation, nous n'en trouvons pas. Donc l'université, elle subit autant que les autres secteurs de la vie sociale la violence et le problème, c'est qu'elle n'a aucun impact. C'est elle qui devrait diriger, résoudre les problèmes, au moins en partie, participer à résoudre beaucoup de problèmes de la société. On parle donc, Monsieur Zaatari, on parle donc de tout un système, le système éducatif en Algérie, c'est ça. C'est comme on parle juste de l'autre côté du système politique en Algérie qui est là, autoritaire depuis 62 jusqu'à aujourd'hui et très mafieux depuis 20 ans. Exactement. Et en plus, la violence a beaucoup de formes à l'université. Vous avez aussi la violence physique que nous voyons maintenant, les agressions et tout, Absolument. mais aussi la violence psychologique. Au sein de l'université, il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Vous voyez que, par exemple, les responsables sont choisis de façon artificielle parce que c'est le copain, parce que c'est un chiette, parce que ceci, parce que cela. Les compétences, beaucoup restent réservées s'ils ne sont pas partis à l'étranger ou maintenant ils ont pris le retraite. Vous avez le Hagra, vous avez les conseils scientifiques où il y a aussi une violence psychologique des gens avec le même travaux, la même valeur, pas les mêmes critères. On les rend favorables pour vous et défavorables pour quelqu'un d'autre selon le clan ou le groupe auquel vous appartenez, si vous avez de l'influence ou pas. Donc, le ma'rifa dans les recrutements, ça c'est au sein de l'université. Dans l'environnement de l'université, vous avez des gens qui vendent de la drogue dans l'université, vous avez parfois de la prostitution, vous avez beaucoup de formes de rachwa aussi, pas mal de choses dans ces... Et puis... Restez avec nous, Monsieur Zaatari, restez avec nous, Ahviv Maqdem. Justement, ces cas de violence, justement, à parler de la sécurité dans ces lieux.
dans les résidences universitaires, dans tous ces cercles universitaires, justement. Comme disait M. Zaatri, il y a des cercles de la mafia, il y a des cercles de la drogue, de la débauche, de non, mais il y a une n'importe quoi. volonté aussi. Il y a une volonté Justement, c'est ma question. Pourquoi il y a ce manque de sécurité? Est-ce que c'est voulu? Ou alors, est-ce que l'État ne peut vraiment pas assurer la sécurité de ses étudiants? Quand vous avez un ministre des universités, de l'enseignement supérieur, qui dit que moi, je n'ai rien à faire avec un prix Nobel. On a le son de Byte, justement, on va l'écouter, on va revenir. Monsieur Hadjar qui parle justement du prix Nobel et il dit que l'Algérie, en tout cas, c'est pas vraiment important un prix Nobel. Quand vous avez un président d'université qui réclame ça, ثم بيناتنا بكل موضوعية يعتمدوا أحيانا الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل واش يفيدني أنا لنفرض أنه عندي في جامعة الجزائر واحد دا جائزة نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبة جامعة الجزائر لو كان حبينا تولي في المية الأولى تكون في المية، لأنه عندها 3 جائزة نوبل منذ القديم وجائزة نوبل. Voilà un ministre de l'enseignement supérieur en Algérie. Qu'est-ce que pourrait nous ramener un prix Nobel? Voilà la situation loufoque de l'enseignement supérieur algérien. Un ministre qui dit qu'il n'a pas besoin d'un prix Nobel. Ils ne se rendent pas compte de la bêtise qu'il est en train de dire. C'est une manière d'encourager, ce n'est pas d'encourager les étudiants à travailler pour avoir... ce n'est pas le prix Nobel en lui-même, ça veut dire c'est le degré d'intelligence et de recherche. Ça veut dire le travail intellectuel fourni par les étudiants, par les universitaires, par les professeurs, par les chercheurs. C'est une manière d'encourager la recherche. Et du coup, quand il y a de la recherche, il y a moins de violence et plus de savoir et plus d'intelligence. Or, les institutions algériennes n'encouragent pas la production intellectuelle, bien au contraire, ils encouragent l'autre versant. Qui aurait justement intérêt à renforcer, à favoriser la violence? C'est les tenants du régime, les tenants du pouvoir. Ceux qui sont au régime n'ont aucun intérêt à ce que l'université s'autonomise, n'ont aucun intérêt à ce que les étudiants réfléchissent, n'ont aucun intérêt à ce que l'université devienne un lieu de savoir et des choses, comme je l'avais dit tout à l'heure, parce que ça représente un danger pour la bureaucratie qui est au pouvoir. Je rappelle que le 20 avril 80, c'était la lutte pour l'identité amazigh en Algérie, a commencé à l'université. L'a rappelé tout à l'heure notre ami de Tizi Ouzou. En 2001 aussi, 2003. En 2000, le premier acte terroriste qui a été commis en Algérie, c'était au sein de l'université, à Talba Abdelrahman, à Ben Aknoun, justement, où Kamal Hamzal a été abattu par des islamistes. Et par des pierres à l'université de Bouzalea. Absolument. Ça s'est passé en 2001, 2002, Nous étions 2003. là d'ailleurs. Absolument. Donc on se rappelle de cette période, on était ensemble à l'université. Comment l'université elle est devenue un tremplin de la lutte sociale et de la lutte politique pour les droits, pour l'identité et pour la démocratie, ce qui n'arrange absolument pas le régime. Donc quand on voit comment l'université est devenue aujourd'hui, nous pouvons que constater avec regret la décadence de la situation et la violence engendrée par la société qui est censée être arrêtée, en tout cas étudiée par l'université. Bien au contraire, elle se reflète au sein même de l'université. Nous avons vu récemment le sociologue Djabi. Il a été interdit de conférencer. Oui. Quand on interdit à des intellectuels de conférencer, quand on interdit à des étudiants de s'organiser en comité autonome, quand on interdit à des chercheurs des comités qui n'ont jamais été reconnus, rappelons-le. Absolument, ils étaient toujours en lutte permanente pour des salles de conférences. Mais on parle de l'UGA, du LUNEA, du LUGEN. À ce moment-là, quand on était à l'université, on se battait pour avoir des salles, on se battait pour avoir un conférencier je me rappelle, il y avait des enseignants universitaires, des personnalités politiques interdites de rentrer à l'université parce qu'ils ne déversaient pas l'idéologie du régime. On était dans une lutte permanente. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est avec regret que nous constatons que l'université ne remplit plus sa fonction fondamentale, à savoir la production intellectuelle et le progrès social. J'ai ramené quelques chiffres qui font peur, parce que quand on dit l'université, c'est un milieu de savoir, et ceux qui sont à l'université, ils ont eu un bac, donc ils ont
ils sont quand même a priori intelligents et ils ont eu accès aux livres et au savoir. Mais quand vous avez des instituts dirigés par des gens qui n'ont aucun rapport avec l'université, quand vous avez des sites universitaires ou des structures universitaires, des centres de recherche dirigés par des incompétents, par des personnalités parrainées par le régime et qui n'ont aucun rapport avec le savoir et avec l'enseignement. Je me rappelle des cités universitaires qui ont été dirigées par des militaires, par des anciens de l'armée et les étudiants étaient en lutte permanente. Justement, pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui que la sécurité n'est pas présente dans les résidences universitaires? Ils sont là. D'ailleurs, on voit ils sont pas là pour protéger des témoignages. Les étudiants. D'ailleurs, c'est des témoignages d'étudiants. Et il y a la police, et il y a la gendarmerie, ils sont tous là. Ils crèchent même dans les résidences universitaires d'une façon blague. Absolument. Mais ils sont là pour contrôler les étudiants. Ils sont là pas pour protéger les étudiants ou les enseignants, mais bien au contraire, ils sont là pour embrigader le milieu universitaire, contrôler les étudiants et éventuellement les embarquer. Donc l'université n'est plus le lieu de savoir comme ça se passe dans le monde moderne, mais c'est un lieu d'embrigadement et de police politique algérienne. Idir Achour, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, comme disait Ahbib Bakdem, la police, en tout cas, elle est dans les résidences universitaires. Ils crèchent dans les résidences universitaires, dans les cercles, les campus universitaires, d'une façon, bien sûr, pas du tout officielle, mais on assiste quand même à des scènes obscènes, à des crimes, à des drames. Et effectivement, le problème n'est pas l'absence du service de sécurité dans les universités ou dans les cités universitaires. Effectivement, le problème, c'est leur surplus d'existence dans ces milieux-là. Parce qu'en fait, leur rôle dans ces milieux, c'est de fermer l'université comme espace de débat, comme espace de liberté, comme espace de libre-échange entre les divers acteurs de la société, que ce soit qui appartient à la société universitaire ou qui vient de la société civile qui se met en contact avec l'université ou la cité universitaire. Effectivement, ce sureffectif des services de sécurité à l'intérieur de l'université a favorisé exactement les scènes de violence au lieu de les empêcher. Donc là, le rôle, c'est de parler du rôle négatif de la présence des services de la sécurité dans l'enceinte universitaire. Donc ça, à mon sens, c'est le premier élément qu'il faut dénoncer. Le deuxième élément, à mon sens, qui est absent et qu'on a empêché son émergence, c'est l'émergence des différents comités autonomes d'étudiants, etc., comme d'élection de ces espaces qui doivent permettre exactement d'assurer la sécurité, que ce soit au sein des instituts ou au sein des cités universitaires, d'assurer la gestion, d'intégrer la gestion des cités universitaires et le contrôle, si tu veux, des directions au sein des universités est complètement absente. Et quand il existait, c'est par le biais des comités installés par la bureaucratie administrative de ces différents instances qui gèrent, que ce soit l'université ou la cité universitaire. Cette absence, effectivement, aussi, a permis l'émergence de ces scènes de violence dans ces milieux-là. Merci, Dina Achour. Restez avec nous. Abdelouhab Zaatri, ces organisations, justement, estudiantines, l'UIA, l'UGIA, l'UGEL, beaucoup, justement, disent que c'est des satellites du régime qui ne sont pas là pour les intérêts de l'étudiant. D'ailleurs, dans la majorité des cas, les étudiants qui cherchent à se faire un transfert ou se retrouver une place un peu meilleure ou demander une bourse ne trouvent pas justement refuge chez ces organisations. Oui, tout à fait. Ces organisations estudiantines, la majorité sont en rapport avec des partis politiques et donc sont manipulables. On peut les manipuler, les activer, les désactiver à volonté, selon des besoins spécifiques des leaders de ces partis-là. C'est ça le problème. Donc,
vous avez peu ou vous n'avez pas d'associations autonomes et indépendantes. C'est le cas des syndicats. Les professeurs n'arrivent pas à avoir des syndicats réellement autonomes et opérationnels. Alors, qu'en est-il des étudiants? Donc, c'est un véritable problème. Et puis, les étudiants vivent dans des conditions parfois très sévères d'insalubrité, de mauvaise qualité de la pédagogie, des moyens qui sont à leur disposition, de l'inégalité des chances dans les stages, dans le travail, le boulot, dans les concours et tout ça. Cela fait que les étudiants sont vraiment désespérés, ils sont mal à l'aise. Et la majorité, selon mon expérience personnelle, veulent partir à l'étranger d'une manière ou d'une autre. Et donc, beaucoup sont partis et parfois, parmi eux, il y a de la très bonne qualité que l'Algérie perce. Ce sont de vrais cerveaux. Abdelwahab Zaatri, par contre, on ne peut pas dire que l'étudiant aujourd'hui n'est pas conscient de la cause politique. Peut-être, je vais vous lire un extrait d'un texte écrit par notre ami Farid Alilat par rapport à la marche de ce matin à Borj Bouarerich, donc des étudiants. On les a vus hier à Tizi Ouzou aussi, à Bidjaya, et aujourd'hui à Borj Bouarerich. Il dit les jeunes de Borj Bouarerich qui sont sortis aujourd'hui dans la rue pour scander Bouteflika le Marocain, Makanj al-Uhda al-Khamsa, Bouteflika le Marocain, pas de 5e mandat, n'ont pas encore 20 ans. Ils sont nés sous Bouteflika. Cela veut dire que c'est ce qu'on peut appeler la génération Bouteflika, le pur produit de son système. Ce n'est pas seulement que ces jeunes refusent ce fameux 5e mandat, il y a pire. Ils ne reconnaissent même pas leur président comme citoyen algérien, 20 ans après l'arrivée de Bouteflika. Effectivement, les étudiants, aussi jeunes qu'ils soient, ils sont tout à fait conscients que tous les problèmes de la violence, de leur échec dans la vie, de leur désespoir, c'est ce système politique qui est antidémocratique, qui assoit sa légitimité sur la violence. C'est lui qui est le générateur, le premier générateur de la violence. Les étudiants sont très conscients. D'ailleurs, cela s'exprime dans leur situation d'étudiants. Ils sont coincés dans le transport, dans la malvie, dans les cités universitaires, dans les mauvaises conditions des études, dans l'illégalité des chances dont ils souffrent. Donc, ils sont très, très conscients. Ils savent que ce système politique a choisi la confrontation et ne veut pas négocier avec eux. Il a utilisé des satellites pour manipuler la grande masse, faire beaucoup de bruit et étouffer les voix ou bien la vraie parole de l'étudiant qui recherche le savoir, la compétence et puis aussi et toujours l'égalité des chances. Monsieur Zaatri, le centre universel du classement des universités, ce qu'on appelle le Center of World University Ranking, il a publié un classement cette année 2018-2019 de son top 1000 universités dans le monde. Et l'université algérienne n'y figure pas, aucune. Si on peut citer les deux universités qui arrivent un peu à la traîne, sont l'université de Djilali Liabès, de Sidi Bel Abbas, et l'université des sciences technologiques de Houari Boumdien. Les deux sont classés respectivement au 2341e et 2345e. Ça, c'est tout à fait naturel. Moi, j'ai fait ce boulot d'enseignant pendant des années et j'ai fréquenté les universités européennes où on a été formé. Il y a une très très grande différence. Le niveau est en train de baisser et personne n'est intéressé par ces étudiants, par leur niveau. Les étudiants ont des compétences, mais ces compétences-là, il faut savoir les encadrer, savoir en extraire quelque chose, mais cela est impossible avec ce système politique parce que ce système politique, il est antidémocratique et donc il empêche l'expression libre de ces étudiants. C'est des jeunes qui doivent s'exprimer et déjà au niveau de l'expression, elle leur est interdite. Alors, que peuvent-ils faire de plus? Même le ministre, certains de ces étudiants, quand ils ont protesté, par exemple ceux de l'école normale, pour demander de meilleures conditions, on les a matraqués. Les médecins,
les jeunes médecins, quand médecins ils ont résidents, aussi sorti dans la rue, on les a matraqués. Restez Donc, avec nous, monsieur Zaatri, restez avec nous, Ahviv Maqdem. Le système, du moins Bouteflika, depuis ses 20 ans, a enregistré un échec énorme sur tous les plans. Mais, un grand mais, il a peut-être réussi justement sur ce plan à faire taire cette frange de la société, les étudiants. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'étudiants. Bouteflika a aseptisé la société dans tous ses segments, hein, les syndicats, la presse, la classe intellectuelle et bien évidemment l'université. Cette lutte contre la société, contre les forces vives de la société n'a pas été entamée par Bouteflika, ceci dit. Ça a été toujours l'apanage du régime. C'est pour ça que je parlais de système, justement. Voilà, le système algérien n'a jamais voulu d'une société autonome, n'a jamais voulu de syndicats autonomes, n'a jamais voulu de partis politiques autonomes, n'a jamais voulu d'université autonome. Ça a été la matrice, ça a été la matrice essentielle du régime et du système algérien. Ce que Bouteflika a compris, lui qui est issu de ce sérail algérien, bien évidemment, il a enfoncé la chose. Pendant 20 ans, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une génération de jeunes qui sont nés sous le règne de Bouteflika. Aujourd'hui, ils refusent à Bouteflika sa citoyenneté algérienne. Ce qui est un échec lamentable pour ce système algérien, une gifle à la figure du régime algérien qui a régné pendant 20 ans. Et ben voilà les résultats. En termes scientifiques... Un pays qui produit des richesses énormes sur le plan humain, mais qui l'exporte tout de suite après. C'est quand même incroyable quand vous avez la Chine. La Chine qui a 1,3 milliard 300 millions d'habitants, elle a 30 000 étudiants qui viennent chaque année en France. En France, oui. Vous avez le même chiffre que les étudiants algériens qui viennent, c'est des statistiques de l'Office français de l'immigration. Oui, c'est ça. 30 000 Algériens, vous avez chaque année 40 000 Marocains, 30 000 Chinois. Sur 1,3 milliard. Ça, c'est les dossiers qui ont été acceptés. Ceux qui sont inscrits. Parce que le nombre de demandes de visa étudiants, alors là, ça dépasse les 70 000. Donc les étudiants qui ne sont pas embrigadés dans les institutions, les syndicats satellites du régime, soit ils quittent directement le pays pour aller dans d'autres cieux, dans d'autres universités pour finir leur processus universitaire, ou soit ils sombrent dans les fléaux les plus rétrogrades de la société qui sont la corruption, la délinquance et évidemment la drogue. Parce que le savoir n'a pas été encouragé, parce que le mérite n'a pas été promu et l'intelligence n'a jamais été aidée et soutenue. Je reviens à cette histoire de le jeune homme. Il y avait un étudiant du Zimbabwe qui a été... oui, Océanaba, oui. Voilà. La banalisation du racisme en Algérie. Quand vous avez un premier ministre ou des ministres du gouvernement algérien qui disent ben voilà, les Noirs en Algérie ils doivent les chasser parce qu'ils véhiculent des maladies. Ouais. C'est ça le message du sida, de la délinquance et de la prostitution. Or, le véritable danger pour l'Algérie et les Algériens, c'est le régime lui-même. Voilà le résultat d'une gestion calamiteuse, catastrophique, d'un régime indu, d'un régime mafieux et de responsables irresponsables. Des responsables qui doivent passer devant les juridictions pour tous les malheurs qu'ils ont fait pour la population et notamment pour l'université. Alors, la question qui se pose peut-être politiquement, justement, la classe politique aujourd'hui, ce qu'on appelle l'opposition, n'arrive pas à réagir par rapport à énormément de sujets en Algérie, dont, bien sûr, le 5e mandat, la succession et tout, de l'autre côté aussi, les étudiants, la classe justement, universitaire, n'arrivent pas justement... Personne ne sait quoi faire aujourd'hui. Pourquoi ? Écoutez, je ne vais pas vous dire que la société est aseptisée, qu'il n'y a plus d'élite intellectuelle, qu'il n'y a plus d'opposition. Est-ce qu'il y a vraiment pas de solution à tous ces mots et politiques et estudiantins ? S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas la peine d'en discuter, ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas la peine de faire ni de la politique, ni de l'écriture, ni de produire de la réflexion. Bien au contraire, c'est le moment où jamais que les consciences sont interpellées. Mais ça traîne depuis maintenant 20 ans. L'opposition ne donne pas de solution, ne donne pas d'alternative. Dans le milieu universitaire, dans tous les milieux, il n'y a pas d'alternative. Tout le monde souffre, tout le monde parle, mais on ne voit pas d'initiative. Aucun régime politique
dictatorial qu'il soit, n'a laissé l'opposition ou la société s'organiser. Ce n'est pas le régime de Bouteflika qui va dire aux citoyens ou à la population ou aux élites intellectuelles, écoutez, tenez, ça c'est le pouvoir, ça c'est les institutions, moi je m'en vais. Ce n'est pas comme ça. On va poser la question. Oui. La société, les partis politiques, avec son opposition, avec son élite, doivent, le moment ou jamais, de s'organiser et de dénoncer ce régime afin de construire en dehors de ce régime. Si, comme l'a dit M. Zaatari, la société doit s'autonomiser en dehors de système, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les facultés, que ce soit dans les usines et les institutions qui doivent sortir du giron du régime. Et dire, Achour, justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que syndicaliste, justement, homme de terrain, où est le problème aujourd'hui? Pourquoi l'opposition n'arrive pas à proposer une alternative, une solution? Et un peu dans les autres secteurs non plus, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution. Non, ce n'est pas une question. Les alternatives se construisent sur le terrain, à mon avis. Il y a plusieurs terrains, plusieurs espaces que des jeunes et des militants sont en train de construire réellement sur le terrain de la lutte. Ils sont en train de se coordonner, mais ils ne sont pas encore en mesure aujourd'hui d'être l'alternative réelle à la crise multidimensionnelle que vit l'Algérie. Effectivement, après un travail de destruction qui a été construit comme mobilisation par le régime en place, le chemin n'est pas facile de le reconstruire et d'être une alternative crédible aujourd'hui. Les partis politiques, malgré les efforts que l'on fait, etc., mais ils sont mis en échec en termes de mobilisation. Malheureusement, il y a que ceux qui détiennent le pouvoir qui arrivent à mobiliser par la force des choses leurs troupes pour des moments bien précis d'intérêt politique, mais il ne faut pas dire qu'on est dans un vide total. La société algérienne a pris conscience, il est en train de prendre son autonomie tout doucement. C'est vrai que le degré d'avancement de cette autonomisation qui se crée au niveau bas de la société, mais qui n'est pas apparente encore au niveau macroéconomique, n'est pas encore capable aujourd'hui d'être l'alternative, mais il est en train de se construire pour qu'elle soit l'alternative de demain, parce qu'il y a quand même pas mal d'organisations qui essayent de s'autonomiser de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme représentation de l'échec de ce qui se passe en Algérie. Beaucoup de gens ont pris conscience. Ce n'est pas un vide total et l'espoir existe et on doit continuer sur ce chemin. Et les gens qui sont sur ce terrain doivent être encouragés et ils doivent être dotés d'énergie et de courage pour y arriver au changement par eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'autres qui vont nous faire ce changement si ce n'est pas nos engagements et nos mobilisations quotidiennes et les efforts qu'on en fait pour cette Algérie, parce qu'on n'a pas de pays de rechange effectivement, mais je crois qu'on va y arriver sous peu. Allô? Allô? Ce que je dis, donc, l'espoir existe et que beaucoup de choses sont en train de se faire sur le terrain et j'espère qu'on ne va pas tarder à être l'alternative réelle de cette Algérie nouvelle qu'on veut. Voici ce que je peux dire sur ça. Effectivement, beaucoup de tentatives ont été mises en échec, mais ça ne veut pas dire que lorsque le chemin est difficile, on va abandonner. Nous disons toujours, lorsque le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. Et il ne faut pas perdre espoir, je dirais, à tous ces militants-là qui sont en train de se construire sur le terrain d'autonomie et de la lutte sociale pour une Algérie meilleure. C'est bon, là, on se retrouvera bientôt bien coordonnés. Oui. Oui. Merci, Den Achour. Restez avec nous. Oui, Abdelouhab Zaatari. Ces tentatives justement de neutraliser l'université algérienne, neutraliser la résidence universitaire, le milieu estudiantin justement aujourd'hui en Algérie. Est-ce que derrière il y a une volonté politique ou pas?
Et pourquoi? C'est dans l'intérêt de qui? Parce qu'en ce moment, tout le monde parle de deux clans au régime. Est-ce qu'on peut arriver jusque-là sans trop déchirer justement à travers des étudiants cette frange qui est censée être là pour produire intellectuellement? Oui, cette frange de la société, elle est fragile et elle est manipulable. Elle est fragile parce qu'elle espère avoir quelque chose par sa formation et elle ne voit rien venir. Et elle est manipulable parce qu'il y a des tentacules de partis politiques, de groupes de manipulation qui sont là et qui peuvent l'activer à un moment ou à un autre, comme les autres secteurs. Dans les entreprises, en Algérie, on peut manœuvrer quand on veut déstabiliser un clan ou un autre. Mais le plus grave problème, c'est que c'est une stratégie du régime politique antidémocratique. C'est une stratégie de maîtriser et de confiner tout intellectuel, toute pensée intelligente, autonome, à l'étouffer et à l'écraser. C'est ça la raison par laquelle le système peut survivre, c'est de limiter les libertés et d'écraser l'intelligence et la liberté de penser et de réfléchir. Donc, pour ces jeunes-là, le 3e, le 4e et le 5e mandat sont une insulte et une agression pour ces jeunes qui voient des gens séniles qui ont plus de 80 ans et qui sont pratiquement morts et qui viennent dans des cercueils de France pour la plupart. Ce sont eux qui dirigent le pays alors que ces jeunes talentueux voient dans d'autres pays comme en France Macron, au Canada et dans d'autres villes de responsables qui sont pratiquement de leur âge, 30, 40 ans, 50 ans et qui sont vraiment capables de résoudre le problème. Ici, ces groupes. Merci Abdelwahab Zaatri. Restez avec nous. Ahviv Maqdam, justement, on va regarder ces images de ces jeunes de Bourj Bouarij ce matin et on revient. C'est quand même un peu... Enfin, je sais que les gens du régime, qu'est-ce qu'ils vont dire c'est des petits gamins. Est-ce que c'est vraiment des petits gamins ou il y a une conscience politique derrière? C'est ce qu'ils ont dit pour 88, un chahut de gamins. Et comme par hasard, les images que vous venez de nous montrer, vous voyez, ils ont passé sous une passerelle où c'est marqué « toute direction ». Comme par hasard, voilà, ça révèle un petit peu la situation actuelle en Algérie, toutes les directions. Les décideurs, en tout cas ceux qui ont pris l'initiative de reconduire ce régime mafieux, sclérosé, ennemi de la population et des Algériens dans toutes leurs divergences, assumeront pleinement leur responsabilité en cas de dérive, parce que comme la société a été aseptisée, les partis politiques sont dans l'attente. En tout cas, ne maîtrisent plus et n'encadrent plus la société, comme c'est le cas des syndicats, effectivement, et de la presse, et toute la société a été morcelée par le régime. Eh bien, ils vont... nous ne savons pas où va aller ce pays. Beaucoup d'observateurs internationaux prédisent une chute brutale de ce régime et une dégénérescence sociétale majeure qui peut être un risque pour l'Afrique du Nord, pour les 3 pays d'Afrique du Nord, pour tout le bassin méditerranéen et pour l'Europe. Voici où a mené l'idéologie rentière et mafieuse du régime algérien. Maintenant, on n'est pas sujet à une fatalité imposée d'en haut. La base de la société, les syndicats, les journalistes, les militants doivent agir, en tout cas à leur niveau, que ce soit, comme je l'avais dit tout à l'heure, que ce soit dans des villes, dans des villages, dans les entreprises, dans des universités. Ils doivent se concerter, ils doivent s'échanger, ils doivent débattre
et rejeter, évidemment, rejeter le fatalisme imposé par, la reproduction du régime algérien, que ce soit par la reconduction de Bouteflika ou par une issue alternative, éventuellement toujours issue du régime. Il s'agit de rejeter ce régime, mais pas les hommes. Abdelhafid Aouarag, directeur général de la recherche scientifique, ce personnage même, je pense qu'il a été accusé de plagiat ici en France, mais il est quand même directeur de la recherche scientifique en Algérie, dit ceci, déclare ceci: attendez-nous et demandez-nous des comptes en 2020 afin de voir le résultat de notre stratégie qui vise une moyenne de 80 000 chercheurs pour récolter le fruit de notre travail. On doit attendre 2020, c'est ça, Bouteflika En 2020 il a dit attendez 2020. Mais est-ce que ce discours, on n'a pas entendu depuis 62 ? Justement, c'est ce que je vous disais. Il y a 20 ans qu'ils sont au pouvoir, mais on voit les résultats aujourd'hui. On voit la violence à l'université, on voit une société complètement morcelée, on voit 30 000 d'étudiants algériens qui partent chaque année, on voit des médecins tabassés, on voit des journalistes emprisonnés, on voit des femmes éventrées, on voit des étrangers de la communauté africaine agressée. On voit des syndicalistes malmenés, on voit des universitaires interdits de conférencer, mais on voit le résultat aujourd'hui. On voit 1000 universités, aucune université algérienne n'est classée dans ce palmarès. On voit la corruption galopante. On arrive à la fin de l'émission. C'est Haviv Makdem, un dernier mot par rapport à une déclaration qui a été faite ce matin par Sofiane Djilali. En fait, en réponse à Farouk Santeni qui a dit que Bouteflika justement n'est pas obligé de faire le serment. Et il a dit qu'il n'est pas obligé de prononcer lui-même. Voilà. De faire le serment, mais il n'est pas obligé de recevoir les gens, il n'est pas obligé de sortir, il n'est pas obligé de parler au peuple. D'être président. Oui, c'est ça. Un commentaire. Écoutez, il y a un proverbe en kabyle. Je traduis: un figuier mort ne peut pas être un bâton avec lequel tu fais le piège qu'on fait pour les oiseaux. Ce régime, il est fini, il est finissant. Il ne peut pas y avoir de salut venant de sa part. Le seul salut qui peut venir, il vient de la société, des intellectuels et des militants dans différentes structures. Merci à Haviv Makdem, merci à Abdelwahab Zaatri, merci Edir Achour. Et dommage, on n'a pas réussi à joindre Rabah Qassi, l'étudiant. Merci à vous toutes et à tous. On va quand même finir avec une touche de Quantulouk, justement, qui s'est moqué un petit peu du président Abdelaziz Bouteflika, malheureusement. Et oui, je dis très bien malheureusement, parce qu'on n'est pas à la première blague sur l'état de santé du président, surtout dans les médias français. Je vous laisse avec ces images. Salam alaikum. On va parler de l'Algérie avec Abdelaziz Bouteflika qui est officiellement candidat à un 5e mandat. On est en ligne avec lui. Bonjour Monsieur Bouteflika. Bonjour manger la purée. Parfait. Alors, on va commencer avec votre programme économique. Qu'est-ce que vous imaginez pour relancer la croissance algérienne? C'est bien. La purée. La purée. Oh là là, votre dentier dans la purée. Oh là là. Bon. D'accord, mais alors vos opposants, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh non, mais c'est pas vrai, Mme Julie. Non, mais... Christian, mais c'est fini, Mme Julie, de jouer comme ça avec M. Bouteflika.